Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances et de la relance. On vous appelle même maintenant Monsieur Relance. Vous êtes la 4e personnalité politique préférée des Français selon Ipsos. Quand je dis Monsieur Relance, ça y est, on peut le dire parce que l'INSEE annonce 1% de croissance au premier trimestre et comme au deuxième d'ailleurs. Est-ce que ça va être suffisant pour une relance ? Je crois que la relance a démarré, elle a bien démarré, parce que on a, avec le président de la République et le Premier ministre, mis sur pied le plan de relance français très tôt, à l'été dernier. On a engagé les crédits à la fin de l'année 2020 et on commence à voir les premiers résultats de cette relance avec 1% de croissance prévu par l'INSEE pour le premier trimestre 2021. Donc c'est un bon démarrage et ça augure bien de cette année économique 2021 pour la France. Oui, mais une consommation quand même encore en berne, un chômage selon l'INSEE qui risque encore d'augmenter, bien sûr. Tous les problèmes ne sont évidemment pas réglés, mais je suis convaincu que nous pouvons faire en 2021 une très belle année économique. Alors après, il reste des défis considérables. Il faut soutenir et continuer à soutenir les secteurs qui sont les plus fragilisés par la crise. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de suppressions d'emplois dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, tout simplement parce que ce sont des secteurs qui sont fermés. On voit qu'il reste encore un défi de compétitivité considérable pour notre pays, que nous sommes en train de régler, mais c'est un défi important. Puis il y a une nouvelle qui, je crois, est très positive, c'est que le secteur qui redémarre le plus fort, c'est le secteur industriel. Ça fait 30 ans que la France perd du terrain dans le domaine industriel, est en train de retrouver du terrain. Et je vais vous dire ma conviction profonde, cette crise sera une opportunité pour inventer un modèle économique français qui sera plus efficace, plus durable, plus juste, et dans lequel le secteur industriel va reprendre toute sa place. Oui, on peut atteindre les 6% de croissance à la fin de l'année, ce qui nous placerait en bonne position. C'est un défi considérable, mais je pense que notre pays, qui est une grande nation, doit se fixer des grands défis. Donc il faut garder ce défi de 6%. Ça dépendra bien entendu aussi des mesures de restriction sanitaire. On sait qu'elles ont un impact direct sur le niveau de croissance. C'est-à-dire si on reconfine, en gros, c'est 15 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Toute décision de restriction sanitaire supplémentaire a un impact direct et immédiat sur notre niveau de croissance, on le sait tous. C'est pour ça que nous avons fait le choix avec Jean Castex et le président de la République de trouver le bon équilibre entre protection sanitaire et défense de nos intérêts économiques. Mais quand je regarde les fondamentaux de l'économie française, je le redis, ils sont bons et ils doivent nous permettre d'atteindre un niveau de croissance de l'ordre de 6%. Mais il faut éviter à tout prix un reconfinement, peut-être de l'Île-de-France par exemple. La priorité, c'est la protection de la santé des Français. Ça passe avant tout. Si le virus continue à circuler activement, que nous avons des services de réanimation qui sont saturés. Je suis ministre de l'économie, mais je suis d'abord et avant tout un citoyen français qui pense à ses compatriotes et à la protection de la santé de ses compatriotes. Donc c'est la priorité absolue. Après, nous ajusterons en fonction des décisions qui seront prises du point de vue sanitaire. Oui, 100 milliards dès septembre dans le plan de relance, en plus, rajouté. Il faut que les Français le sentent. Est-ce que les Français ont le sentiment que ça va dans leur poche ? Il y a une prime, peut-être, qui va être négociée ce week-end de la part des entreprises, pour les salariés, 1 000 euros. La première chose qui doit aller dans la poche des Français, c'est des emplois. Je pense que c'est la priorité absolue. Et je crois qu'ils voient aujourd'hui, partout sur le territoire, des usines, des entreprises qui peuvent investir, qui peuvent ouvrir de nouvelles lignes de production parce qu'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions qui sont rajoutés par le plan de relance. Ça, ils vont le voir très concrètement. Ils vont voir très concrètement et ils voient très concrètement qu'ils peuvent rénover leur logement grâce à ma prime rénov'. 55 000 primes rénov' chaque mois. Ils voient qu'ils peuvent changer leur véhicule pour un véhicule plus propre grâce à la prime à la conversion. Donc le plan de relance, c'est pas de l'argent qui flotterait au-dessus des Français, c'est de l'argent qui va dans la poche des Français, qui va dans l'emploi, dans les territoires. Après, qu'il faille continuer à soutenir les dispositifs, notamment pour les jeunes, pour l'emploi, pour ceux qui sont les plus fragilisés, cela va de soi, moi j'y suis favorable. Oui, mais au fond, est-ce qu'il ne faut pas aussi réouvrir le dossier des retraites ? Est-ce qu'on peut se le permettre ? Je crois que c'est très important de bien voir le calendrier de notre stratégie, parce que si on ne veut pas s'en mêler les pinceaux, il faut respecter les étapes et ne pas brûler les étapes. La première étape, ça a été toute l'année 2020, protection massive de l'économie et des emplois et des compétences avec le quoi qu'il en coûte. La deuxième étape qui a commencé à la fin de l'année 2020 et que je souhaite accélérer tous les jours, c'est la relance, c'est-à-dire injecter dans les territoires, dans les entreprises, dans les usines, de l'argent pour recréer des emplois et des emplois qui soient
pour les Français qui soient qualifiés, qui leur permettent d'avoir le meilleur revenu possible pour accélérer aussi la conversion de notre économie à une économie décarbonée et une économie durable. Ça, c'est le deuxième temps qui a commencé. Et puis viendra un troisième temps, mais ce troisième temps, nous ne l'ouvrirons que lorsque la croissance sera revenue et que toute perspective de crise sanitaire sera derrière nous. Ce troisième temps, ce sera celui du rétablissement des finances publiques et du remboursement de notre dette. Et ça passera effectivement par, et ça doit passer à mon sens, d'abord par de la croissance, ensuite par de la responsabilité sur les finances publiques et des réformes de profondeur comme la réforme des retraites, de façon à pouvoir financer notre modèle social. Oui, hier soir, Marine Le Pen était sur BFM. Vous avez vu, comme nous, les sondages qui disent que les Français se disent que c'est possible qu'elle puisse gagner l'élection présidentielle. Il n'y a pas vraiment de front républicain, vous en avez parlé, hein, Bruno Le Maire. Vous dites quoi, là ? Il y a une situation où il faut se ressaisir de la part peut-être des Républicains, d'où vous venez d'ailleurs, peut-être s'allier à Macron dès le premier tour. Je crois que la meilleure façon de combattre Marine Le Pen, c'est de défendre avec beaucoup de force ses convictions les plus profondes, ses convictions économiques d'abord. Je vous parlais de la réforme des retraites. Moi, quand j'entends Marine Le Pen nous dire qu'il faut rembourser la dette, c'est une loi d'airain, mais qui dans le même temps, dans une incohérence totale, parce que ce n'est pas l'incohérence qui étouffe Madame Le Pen, nous dire qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans, ce qui coûte 40 milliards d'euros par an, c'est totalement incohérent. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, je rembourse la dette, et puis de l'autre, je dépense 40 milliards d'euros de plus par an. C'est un mensonge aux Français. Et croyez-moi, l'économie, c'est sérieux. Les finances, c'est sérieux. On ne joue pas comme ça avec l'argent des Français, on ne joue pas avec l'argent du contribuable. Derrière ce qui se profile, il y a des propositions de Mme Le Pen, c'est l'obligation d'augmenter les impôts que nous refusons catégoriquement. Défendre ses convictions, c'est aussi défendre une certaine idée de la France. Une France, je suis sur TV5 Monde, qui reste ouverte au monde, qui accueille le monde, qui est capable d'accueillir des cultures différentes, de s'en imprégner. C'est ce qui a fait la force de notre nation depuis des siècles. Et dans mon livre « L'ange et la bête », je raconte bien à quel point la nation française, elle s'est forgée non pas à partir d'un creuset étroit, replié sur lui-même, comme ce que propose le Rassemblement national, mais en étant ouverte à d'autres nations, à d'autres cultures, à d'autres influences, parce que nous sommes suffisamment forts pour accueillir des cultures différentes. Mais on va parler de ce livre, bien sûr, parce que vous dites d'ailleurs ce livre qu'aujourd'hui la politique a un rapport conflictuel avec la vérité. Mais là, si on se dit la vérité, les Républicains, d'où vous venez, Bruno Le Maire, ne devraient pas s'allier avec Emmanuel Macron dès le premier tour, quand on voit effectivement l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen. Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il faut que les masques tombent et que chacun fasse preuve d'un tout petit peu de lucidité. Moi, je vois des postures chez beaucoup de responsables politiques qui essayent de créer des différences qui n'existent pas entre Emmanuel Macron et eux-mêmes, tout simplement pour leur intérêt personnel. Mais je vois beaucoup de responsables politiques de mon ancienne famille politique, avec lesquels je discute, avec lesquels j'ai gardé de très bonnes relations, qui me disent « je suis favorable à plus d'intégration européenne ». Je suis favorable à une économie de marché et à une économie française compétitive. Je suis très attaché à la défense de l'ordre républicain. Et je leur dis « mais très bien, mais je partage tout ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui de la politique qui est menée par le président de la République ?» Donc je pense que certains responsables des Républicains aujourd'hui, dans leur fort intérieur, dans leur conscience intime, ils ont conscience qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce qu'ils défendent et ce que nous faisons. Oui. Peut-être que le moment venu, les consciences évolueront. En tout cas, je le souhaite. Il faut réconcilier l'action et le pouvoir. Ce livre qui est incroyable, L'ange et la bête, ses mémoires provisoires, hein, Bruno Le Maire, commence par vos 50 ans, hein, et vous assistez à cet événement incroyable d'un monde entier qui brûle par Notre-Dame en feu. Et vous, là, vous vous dites qu'il y a quelque chose d'un monde qui est en train de disparaître. C'est tragique. La politique, c'est tragique. Oui, la politique touche toujours au tragique parce qu'elle touche à la vie, elle touche à la mort. On le voit pendant cette crise sanitaire. Prendre des décisions pendant cette crise, c'est prendre des décisions qui touchent la vie et la mort des Français. Donc c'est effectivement quelque chose qui touche au tragique. Quand vous prenez des décisions qui ont trait à la sécurité, qui ont trait à l'engagement militaire, comme le fait le président de la République au Mali, vous touchez à la vie et à la mort des Français. C'est un poids, c'est une gravité, la politique. Je ne pense pas qu'on puisse faire de la politique avec légèreté. Oui.
La politique n'autorise pas la légèreté, tout simplement parce que la politique, c'est le bien commun. En tout cas, c'est comme ça que je la vis, et que le bien commun suppose une certaine gravité. Oui, c'est ça que nous a renvoyé cette crise. Et vous racontez, vous avez eu vous-même le Covid, hein, et vous racontez comment, en une nuit, eh bien, le monde s'écroule. Comment il va falloir sortir 300 milliards d'euros quand vous essayez à l'époque de maintenir le déficit à 3%, et comment toutes vos convictions s'écroulent. Et au fond, on est face au quotidien. On doit mettre la main dans le cambouis. C'est exactement ce que j'ai voulu faire vivre aux Français. Parce que vous voyez, on est un an plus tard. On est un an après le quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, on s'y est habitué. Trouver 1 milliard ici, 1 milliard là, relancer la machine économique, soutenir l'emploi. Ça va de soi. Mais ce que j'ai voulu raconter, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce témoignage sur le vif. Raconter sur le vif, pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour dire, mais qu'est-ce que c'est quand on est ministre des Finances, qu'on a économisé pendant 3 ans l'argent des Français pour rétablir les comptes publics, de devoir du jour au lendemain dépenser 300 milliards d'euros pour protéger nos entreprises, donner de la trésorerie à des entreprises qui sont fermées et qui n'ont plus un seul euro de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on vit ? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous opérez cette révolution mentale? Avec qui vous discutez? Quels sont vos échanges avec le président de la République, avec le Premier ministre? Comment vous discutez avec vos conseillers? Comment est-ce que vous échangez avec l'ensemble du monde économique? Je pense que c'était important de raconter ça aux Français pour qu'ils voient de l'intérieur, au plus près de la réalité, comment ça s'est passé. Il y a les grands philosophes, il y a Saint-Simon, même il y a Proust, écrivain, il y a surtout Pascal, d'ailleurs, qui inspire le titre du livre. L'ange et la bête, c'est quoi? C'est la politique, au fond, qui peut être l'un ou l'autre. Oui, parce que la politique était quelque chose d'extraordinairement complexe, parce que extraordinairement humain. Donc il n'y a pas dans la politique des gens bien et des gens mauvais. Je pense qu'on porte tous nos contradictions en nous, et c'est cette complexité de la politique que j'ai voulu aussi raconter le plus près possible. Je décris très souvent des entretiens avec Donald Trump, le président de la République. Souvent. Donald Trump. C'est drôle ou tragique, là, pour parce le que, coup, oui, mais ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce récit, c'est qu'on peut toujours caricaturer Donald Trump. Et je ne pense pas qu'il ait fait du bien aux États-Unis. Mais la personnalité avait aussi un talent incroyable de déstabilisation de son adversaire, de narration. Oui. Il vous regarde et vous dit, vous avez de beaux yeux. Hein, oui, mais c'est une façon, Bruno, vraiment... On parle, pendant cet entretien, nous parlons avec le président de la République de la taxation des géants du digital. Oui. Et Donald Trump, plutôt que de rentrer dans le fond de la discussion, s'évade, déstabilise et parle du physique du ministre des Finances, plutôt que de parler de la taxation du digital. Je ne suis pas dupe de la remarque de Donald Trump. Ce n'était pas pour me faire plaisir. C'était pour déstabiliser le président de la République, son ministre des Finances, changer complètement de sujet et passer à autre chose. Et c'est ça l'ange et la bête, c'est-à-dire cette capacité, tout en faisant l'ange, un compliment, à être en réalité une bête politique. Oui, il y a ce moment où vous négociez cet accord européen et où vous n'y arrivez pas à 6 heures du matin, vous pleurez pratiquement. Oui, il y a une colère, vous dites j'ai honte. Et il y a une colère parce qu'on est bloqué sur des sommes qui sont importantes mais qui sont essentielles pour l'économie et qu'on voit tous les égoïsmes nationaux qui reviennent d'États qui ne veulent pas participer à la solidarité financière pour sauver des pays qui sont en grande détresse. Je pense en particulier à l'Italie qui à ce moment-là avait des centaines et des centaines de morts tous les jours et qui tout d'un coup voit que les ministres des Finances ne sont pas capables de se mettre d'accord pour soutenir financièrement leur pays. Et je me dis, on est en train de revivre la même tragédie européenne, l'incapacité à répondre à la crise politique ou économique par de la solidarité. Et ça aussi, j'ai voulu le faire toucher du doigt aux lecteurs, qu'ils comprennent que la politique, ce n'est pas des incarnés, c'est des hommes et des femmes qui sont autour d'une table, qui négocient depuis 14h, 15h, 16h. Il est 6h ou 7h du matin, vous êtes accablés, vous n'en pouvez plus, et il faut encore tenir un peu pour essayer d'arracher l'accord. Oui, on parle de l'histoire aussi dans ce livre, on rappelle des grands événements de l'histoire, et puis vous dites au fond la mondialisation, le problème de la relation des Français avec leur nation, et puis de cette mondialisation que vous comparez à des filets d'autoroutes japonais extrêmement complexes, et dont les Français ne veulent pas. Parce que l'histoire est, je crois, de ce point de vue, très éclairante. La France est une nation centrée, qui a mis beaucoup de temps à construire son centre, et qui a construit son centre à partir du moment où elle a créé l'État. L'État, en France, a précédé la nation, chacun le sait. Et du coup, nous sommes très attachés à cette idée de centre. La mondialisation, par définition, décentre tout. Les centres de production partent un peu partout, les échanges se multiplient. Et ce décentrage du monde, qu'est la mondialisation, heurte
toute la construction historique française. Je pense que c'est important d'avoir aussi ces réflexions pour expliquer aux Français pourquoi, dans le fond, est-ce que nous rejetons à ce point la mondialisation ? Parce qu'elle heurte notre propre construction historique. Et de ce point de vue, le fait que maintenant on relocalise les chaînes de valeur, qu'on essaye d'avoir des chaînes de valeur plus indépendantes, plus autonomes en France et en Europe, c'est quelque chose qui, je crois, crée un immense espoir chez nos compatriotes et un espoir que nous allons essayer de remplir. Oui, mais vous dites aussi, le problème de la France, c'est une sorte de monarchie technocratique. Vous dites, on n'échappera pas à des réformes institutionnelles, et puis vous dénoncez aussi la politique du cynisme. Alors, nos institutions, ça j'en suis convaincu, et je ne cesserai de le répéter, sont aujourd'hui dépassées. Elles sont trop complexes, elles sont trop lourdes, elles ne sont pas propices à des décisions rapides. Je pense que la technocratie y occupe une place excessive et c'est la responsabilité politique justement de remettre ça à l'équilibre. Donc nous avons besoin de transformations institutionnelles très profondes. Je réclame depuis très longtemps que les hauts fonctionnaires qui font de la politique démissionnent de la haute fonction publique quand ils font de la politique. Je l'ai fait moi-même. Le président de la République l'a fait aussi. Emmanuel Macron a démissionné de la haute fonction publique. Je réclame une réduction du nombre de députés et de sénateurs. Je crois à des gouvernements beaucoup plus resserrés. Je pense qu'il faut se poser la question de la diarchie parce que aujourd'hui, elle crée, à mon sens, plus de complexité que de rapidité dans la décision. Je pense qu'il faut se poser la question aussi de la manière dont on nomme les représentants au Conseil constitutionnel, parce que nous sommes l'une des seules démocraties où le Conseil constitutionnel est composé d'anciens responsables politiques, qui sont tous des hommes et des femmes infiniment respectables. Mais ça pose de vrais problèmes de principe. Nous n'échapperons pas à une transformation en profondeur de nos institutions au service de l'efficacité politique et de la meilleure représentation démocratique des Français. Sinon, c'est quoi ? Et vous le dites, ça sera une crise de régime. Vous l'avez vécu avec les Gilets jaunes. Nous sommes capables de prendre à bras-le-corps cette question de la gouvernance politique et de nos institutions, les deux étant liés mais étant deux sujets différents, la gouvernance politique et nos institutions, soit les Français, comme toujours dans notre histoire, l'imposeront par la violence, c'est-à-dire par la crise de régime. Comme je souhaite éviter à mon pays, que j'aime tant, à la France que j'aime tant, une nouvelle crise de régime, je dis, nous, responsables politiques, prenons le problème à bras-le-corps. Ça doit être un des sujets de la présidentielle de 2022. Sinon, c'est la fin de la politique. Et c'est un livre, au fond, qui est une espèce d'ode à la politique, la vraie. Vous dites, sinon, l'action politique va se rétrécir comme une tranche de jambon au fond d'un réfrigérateur. Tout le monde dit la démocratie peut disparaître, elle est menacée par les régimes autoritaires. C'est vrai, je raconte dans le livre des entretiens avec Poutine ou avec Xi Jinping et le président de la République. On voit bien que Xi Jinping, comme Vladimir Poutine, vous disent la démocratie s'est dépassée, vous n'êtes pas efficace. C'est les régimes autoritaires qui sont efficaces. Mais derrière, il y a une question encore plus profonde, c'est la politique a-t-elle encore sa place au XXIe siècle ? Parce que dans le fond, ce n'est pas les géants du numérique qui vont guider nos vies, guider nos actes de consommation, guider nos achats, guider nos réflexions, guider nos conceptions du monde. Comme moi, je crois profondément à la politique, parce qu'elle repose sur un choix de chaque citoyen qui est un choix libre et éclairé. Je souhaite que nous renouvelions sans cesse la politique pour qu'elle garde son sens, qui est toujours, je le redis parce que c'est pour moi essentiel, le service du bien commun. Oui, ce livre est très personnel aussi, Bruno Le Maire. Évidemment, il commençait, je le disais, par Notre-Dame, qui vous rappelle les souvenirs d'enfants de chœur, et puis des souvenirs, vous racontez, promenade au bord des quais, en tenant la main d'une femme, vous dites, je ne sais plus qui elle était, et nous marchions insouciants devant Notre-Dame. Et au fond, de se dire, tout cela, à quoi ça sert ? Le temps qui passe, la lutte contre la mort, et le temps. Et au fond, vous dites, ça doit être utile, sinon ça ne sert à rien. Exactement, vous résumez les choses parfaitement. Si je commence le livre par l'incendie de Notre-Dame, c'est parce que pour moi, Notre-Dame, c'est l'immuable qui disparaît. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. L'immuable, parce que c'est une construction de plusieurs siècles, et l'immuable aussi d'un point de vue plus personnel, parce que c'est mon enfance, parce que j'ai été éduqué dans une tradition catholique, j'ai beaucoup fréquenté cette cathédrale, que je me suis promené ensuite autour, que ça a fait partie de ma vie, et ce qui faisait partie de ma vie, tout d'un coup, disparaît. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez brutalement que, tout simplement, tout passe, rien n'est stable. Et que si vous voulez que votre vie politique ne se résume pas à des mots que vous enfilez comme des perles les uns après les autres, il faut que vous ayez des résultats. Il faut que ça ait du sens. Il faut que vous bâtissiez quelque chose.
C'est ça, tout d'un coup, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, et c'est ce que j'ai voulu raconter avec ce livre. Oui, vous décrivez Emmanuel Macron quand il vous reçoit pour vous proposer, il vous dit « Qu'est-ce que tu veux, Bruno ?» Vous le décrivez, vous dites « Il me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques comme un lac accablé de soleil dont il aurait été impossible, sous le suintement des reflets, de percer la surface. » Et c'est ça Emmanuel Macron. Oui, une sorte c'est de des mots qui ont fait mystère. couler beaucoup d'angles. Donc moi, ça me fait plutôt rire. Je trouve que c'est bien quand on a des formules qui suscitent la controverse ou le débat. Et il faut prendre ça, je pense, avec pas mal d'humour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans tout responsable politique, ça vaut pour le président de la République, ça vaut pour d'autres, il y a quelque chose d'insaisissable. Et c'est pour ça que la littérature est utile. Oui. Parce que la littérature, elle est Ça, là c'est de la pour littérature, saisir, pour le coup. voilà, saisir ce qui est Ouais. insaisissable. Et dans toute personnalité politique, du président de la République à d'autres personnalités politiques étrangères que je décris dans ce livre, il y a cette part d'insaisissable que, à mon sens, seuls les mots et seule la littérature peuvent saisir. Oui, vous dites il ne dit jamais non, mais quand il dit oui, c'est oui. De Tout Macron. à fait. C'est un témoignage que j'ai voulu apporter aussi. La simplicité, la facilité de mon travail avec le président de la République, qui repose sur des principes très profonds auxquels je crois qu'il est attaché, auxquels moi je suis fondamentalement attaché. Son oui est un oui. Quand il vous dit je vais te confier le ministère de l'économie et des finances, c'est fait. Quand il vous dit oui sur la réforme fiscale, la réforme fiscale est engagée, il n'y a pas de difficulté. Et travailler avec quelqu'un pour lequel un oui est un oui, c'est quelque chose qui facilite beaucoup la vie quotidienne et le travail. Oui, mais être utile aujourd'hui pour vous, Bruno Le Maire, ça va être d'être aux côtés d'Emmanuel Macron en 2022, oui, à la place de le servir. À la place qu'il souhaitera. Oui. Mais je crois qu'une des choses dont les responsables politiques ont le plus besoin et qui est le plus difficile à obtenir en politique, c'est du temps. Emmanuel Macron a besoin de temps. La majorité a besoin de temps. Et le projet politique que nous portons avec le président de la République a besoin de temps. Et c'est pour ça que je souhaite m'engager pour sa réélection en 2022. Avant sa réélection, il y a la nécessité de redresser l'économie. Je pense que nous avons bien protégé l'économie française en 2020. Il faut bien la relancer en 2021 pour permettre justement à Emmanuel Macron d'être en bonne position en 2022 et poursuivre son travail au service des Français. Oui, rarement on a vu un homme politique écrire pendant l'action les mots. Et vous dites d'ailleurs, les mots sont fondamentaux. Je sais que ça peut choquer. Vous dites, c'est écrire pour moi, ça fait partie de mes fonctions vitales. Mais c'est pas un choix pour moi d'écrire, c'est une nécessité. Et c'est ma part de liberté qui n'est absolument pas négociable. Je pense qu'il n'y a pas de loyauté sans une liberté. Ma loyauté est totale, ma liberté l'est tout autant. Et dans ma liberté, il y a cette nécessité d'écrire, et pas d'écrire après, d'écrire pendant. Parce que je vais vous dire, écrire pendant, c'est plus juste, c'est plus fort. Donc c'est plus intéressant pour le lecteur. Oui, mais au fond, il y a quelque chose d'inattendu dans un homme politique, c'est dire « je veux mettre de la spiritualité dans la politique ». Et au fond, vous voulez mettre de la vie dans la politique. C'est absolument essentiel. C'est-à-dire que si la politique, là aussi, c'est quelque chose qui vient avec le temps, que vous découvrez avec le temps, la politique qui se limite à la gestion n'a absolument aucun intérêt. C'est plus que ça, la politique. C'est un engagement de tous les instants, c'est un engagement personnel, humain, spirituel. Vous ne faites pas la politique uniquement pour avoir des bons résultats économiques et financiers, c'est essentiel. Mais vous le faites pour plus que ça. Vous le faites parce que vous croyez dans la France. Vous le faites parce que vous aimez votre pays. Vous le faites parce que vous voulez défendre la culture française et la place de la France en Europe et dans le monde. Vous le faites parce que vous vous dites que vous êtes l'héritier d'une nation qui a une grande histoire, une grande langue, une grande mémoire et qu'il faut continuer à la porter. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui vous fait que chaque matin vous vous levez, en tout cas pour moi, avec le même enthousiasme? C'est parce que vous dites qu'il n'y a pas de plus grand honneur que de servir la France et les Français. Oui, je vous fais un cadeau. Écoutez, avant de se quitter, écoutez ça, Bruno Le Maire. Je n'ai pas besoin de vous dire qui joue là, qui dirige. C'est Kleiber. C'est Kleiber, Carlos Kleiber, que vous aimez tant parce que la musique, la spiritualité... C'est la même chose, c'est de l'enthousiasme. La politique crée de l'enthousiasme, la musique crée de l'enthousiasme, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, vous êtes porté par quelque chose qui vous dépasse, par une spiritualité. Écoutez Strauss, on se quitte avec lui. Merci Bruno Le Maire, L'Ange et la Bête, les mémoires provisoires, ce récit publié chez Gallimard. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité.